Et vous ne nous avez pas encore envoyé le fichier réponse? Donc, ce deuxième cours sur l'oxydoréduction en solution aqueuse. Donc, on va voir maintenant les domaines de prédominance ou d'existence. Alors, si on s'intéresse au couple du fer Fe3+, Fe2+, le potentiel standard 0,77 volts. Si on prend la relation de Nernst, le potentiel E de la solution, d'une solution qui contiendrait à la fois Fe3+, et Fe2+, il est donné par cette formule. E0, c'est le potentiel standard qu'on vous donne en général dans l'énoncé. 0,06, c'est une constante qui est redéfinie à chaque fois dans l'énoncé. On divise par le nombre d'électrons qui a échangé dans ce couple. Ici, c'est un électron. Donc, le 1, ce n'est pas la peine de l'écrire. Et ensuite, log de la forme oxydée, celle qui est à côté des électrons, sur la forme réduite. Et si on s'intéresse à l'autre couple, Fe2+, Fe, la relation de Nernst, elle va s'écrire de façon similaire. Le potentiel standard, 0,06, cette fois, 2 électrons échangés. Ici, il y en a 2. Et ensuite, log de la forme oxydée Fe2+, et on divise par la forme réduite. Et la forme réduite, comme Fe, c'est un solide, on prend l'activité, et l'activité, ça fait 1. Donc, vous voyez que le potentiel ici, Fe3+, Fe2+, il est bien plus grand que l'autre, qui est négatif. Donc, ça veut dire qu'on va avoir sur un axe de potentiel, Fe3+, l'oxydant, c'est toujours pour le plus grand potentiel par rapport au réducteur. Là, je m'intéresse pour ce couple Fe2+, Fe3+. Donc, Fe3+, c'est le plus grand potentiel et dans ce couple, c'est le plus grand E0. Et Fe2+, il est au milieu. Et de l'autre côté, vous avez Fe. Donc, les valeurs qui correspondent sur l'axe, ça correspond aux prédominances. Donc, si on est exactement sur cette valeur, 2 espèces solubles. Donc, si on a 2 espèces solubles à la limite entre les deux, la limite de prédominance, c'est quand on a les 2 concentrations égales. Donc, dans cette formule-là, si vous avez les 2 concentrations égales, ça se simplifie, ça fait 1. Log de 1, ça fait 0. Et il va vous rester uniquement le potentiel standard. Donc, ici, vous avez 0,77 volts. Et à côté, pour la limite entre Fe et Fe2+, comme il y en a un qui est solide, c'est la limite d'existence du solide. Et le solide, il existe à partir du moment où on le voit dans la solution, au fond de la solution, et son activité, ça fait 1. Donc ici, il apparaît 1, et Fe2+, ce sera la concentration du fer qu'il y a dans le mélange. Donc l'exercice, il doit le dire en général si c'est 10-1 ou 10-2 mol par litre. Donc ici, vous avez la formule E0. 0,03, c'est parce qu'on a divisé par 2 ici. Log de Fe2+. Alors, dans le couple Fe3+, Fe2+, Fe3+, c'est la forme oxydée, c'est celle qui est à côté des électrons dans le couple. Et Fe2+, c'est la forme réduite. Et si vous prenez le deuxième couple, Fe2+, Fe, là, vous voyez que Fe2+, à son tour, c'est lui la forme oxydée, puisque c'est lui qui est à côté des électrons. Et Fe, c'est la forme réduite. Donc Fe2+, c'est la forme réduite pour un couple, mais oxydée pour un autre couple. Donc vous voyez que Fe2+, en fonction des conditions, en fonction de ce avec quoi il est en présence, il va se comporter soit comme un réducteur, soit comme un oxydant. Donc Fe2+, on va dire, c'est un ampholyte redox. Ampholyte, c'est un terme qu'on utilise en acide-base, une espèce qui est à la fois acide ou basique, en fonction de ce qui est en présence. Donc là, on dit ampholyte redox, ça veut dire qu'Fe2+, il peut soit s'oxyder, soit se réduire. Alors les formes Fe2+, Fe3+ et Fe, elles ne peuvent pas exister en même temps, coexister.
Tout simplement parce que FE, pour être majoritaire, il faut qu'il soit ici. Et on ne peut pas avoir en même temps Fe3+, puisque Fe3+, lui, pour être majoritaire, il faut qu'il soit là. Là. J'y arrive pas. Ici. En même temps que là. C'est pas possible d'avoir les deux au même instant. Donc, ils ne pourront pas rester ensemble dans la solution. Ils n'ont pas de domaine commun. Et donc, si on les mélange, un morceau de fer Fe dans une solution Fe3+, ils vont réagir l'un sur l'autre. Vous allez avoir Fe qui va donner Fe2+, et la solution Fe3+, qui va donner Fe2+. Donc, vous allez avoir une réaction, le fer se transforme en Fe2+, et l'autre se transforme en Fe2+. Et vous voyez que Fe2+, il apparaît deux fois. Donc, les deux espèces en tant que réactifs vont donner le même produit. Donc, quand on obtient le même produit à partir de deux couples différents, on appelle ça soit une médiamutation ou une rétrodismutation. Alors, pour savoir la réaction qui a lieu effectivement, il faut faire une combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Là, vous voyez qu'il y a deux électrons, alors qu'ici, il n'y en a que un. Donc, on va être obligé de multiplier la première équation par 1. Donc, en fait, on la laisse telle quelle. La deuxième, on la multiplie par 2. Donc, ça fait 2 Fe3+, 2 électrons, 2 Fe2+. Et ensuite, vous ajoutez. Et comme ça, de cette manière, les électrons se sont simplifiés. Le fer, il y en avait un ici, plus 2 là, ça fait 3. Donc, vous avez cette réaction-là où le fer se transforme en Fe2+, et Fe3+, se transforme aussi en Fe2+. Et la réaction continue jusqu'à ce qu'on ait épuisé un des deux réactifs limitants, soit le morceau de fer, soit la solution. Alors ça peut se voir sur le diagramme potentiel pH du fer. Alors le diagramme potentiel pH, c'est le prochain chapitre qu'on fera la semaine prochaine. Alors j'ai choisi quand même de vous présenter dans ce chapitre-là les diagrammes potentiel pH pour vous habituer. Donc vous avez un axe de potentiel. L'axe que d'habitude il était horizontal. Ici, l'axe il est horizontal. Cette fois, vous le redressez de manière verticale. Donc, vous faites un quart de tour, vous le redressez verticalement, mais on aura toujours le fer pour le plus petit potentiel, puis Fe2+, puis Fe3+. Donc, vous voyez l'axe, ici, on l'a mis verticalement. On a Fe, Fe2+, Fe3+. Et on peut constater en fonction du pH, le pH qui va de 0 à 14, qu'on peut avoir ces trois espèces pour un pH compris à peu près entre 0 et 2. Si jamais vous avez un pH un peu plus basique, mettons à 8 ou 9, Fe3+ n'existe pas parce qu'il va se transformer en FeOH3 qui est solide. C'est une des composantes de la rouille, ça. C'est un précipité qui est orange. Donc, on voit sur ce schéma que si on mélange le fer Fe3+, en présence du fer solide Fe, Fe3+, il existe dans ce domaine, Fe, il existe dans ce domaine, et on ne peut pas les avoir les deux en même temps. Donc tout à l'heure, je vous l'avais expliqué sur l'axe horizontal, on ne pouvait pas les avoir les deux en même temps, parce qu'il y avait des domaines différents. Et sur le diagramme potentiel pH, on voit que en fonction du pH, si on a un pH supérieur à 2, de toute façon, on n'avait pas cette espèce-là. On aurait eu celle-là. Mais elle était incompatible avec le fer de toute façon, puisqu'il n'y a pas de domaine commun. Donc, vous allez avoir Fe3+, qui va se transformer en Fe2+, et en même temps, Fe qui va se transformer en Fe2+. Donc, le diagramme qui tout à l'heure était horizontal, on a le même en 2D en fait. Donc, la limite qui est là, 0,77 volts, c'est la même valeur qu'on avait tout à l'heure ici.
0,77. Et si le diagramme il est fait pour 1 mol par litre, l'autre limite, E0 plus 0,03 log de la concentration, si la concentration en fer c'est 1 mol par litre, ce terme il disparaît et il va nous rester que E0 moins 0,44 volts. Donc ici, vous avez moins 0,44, cette ligne. Voilà, donc les diagrammes potentiel pH, ça permet, en fonction du pH, de voir les espèces qui pourraient réagir l'une sur l'autre du point de vue de l'oxydoréduction. Alors maintenant, je vais vous parler des réactions redox. Alors pour faire une réaction d'oxydoréduction, on a besoin de deux couples. Il faut un couple dans lequel il va y avoir une oxydation et un couple dans lequel il va y avoir une réduction. Alors les électrons, ils n'existent que dans les fils électriques, dans les composés qui sont conducteurs. Là, c'est le TP qu'on a vu la dernière fois avec une lame de cuivre, c'est métallique, donc c'est conducteur. Et de l'autre côté, vous avez une lame de zinc, métallique aussi. Donc les électrons, ils vont passer dans les fils électriques, mais au moment d'arriver au bout, au moment où ils auraient dû passer dans la solution, ils ne peuvent pas passer dans la solution, et donc ils vont réagir avec les espèces en présence pour faire soit une oxydation, soit une réduction. Donc ici, pour la pile Daniel qu'on a vu la dernière fois, vous avez les couples Cu2+, Cu, et puis Zn2+, Zn. Donc la réaction, lorsque la pile produit, c'est que la lame de zinc, ici, elle va se transformer en Zn2+, plus 2 électrons. Donc les deux électrons, ils sont créés ici, dans la solution, sur la partie immergée. Ces électrons vont partir, ils vont passer dans le fil, celui qui contient la LED, puisque le voltmètre, il a une résistance infinie, a priori. Donc les électrons, ils vont dans ce sens, mais comme l'intensité, elle est à l'envers des électrons, l'intensité, elle est dans le bon sens, et la LED s'allume. Et les électrons, ils arrivent au contact du cuivre, et là où ils ne peuvent plus aller plus loin, ils ne peuvent pas sortir dans la solution, donc ils vont réagir avec Cu2+, la solution qui est bleue, et ils vont faire un dépôt de cuivre. Donc l'électrode de cuivre, sa masse va augmenter, alors que l'électrode de zinc, sa masse va diminuer. Et là, un U inversé, c'est ce qu'on appelle un pont salin. C'est ce qui permet le passage du courant dans le circuit. C'est des ions qui vont se déplacer à l'intérieur. C'est comme si le circuit était fermé. Un peu comme si on avait mis un fil là. Sinon, on aurait un circuit ouvert. Et un circuit ouvert, le courant ne peut pas passer. Donc, pour écrire la réaction redox, on écrit les deux équations dans le sens où elles ont lieu, et ensuite on fait la combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Donc comme on avait deux électrons d'un côté, deux électrons de l'autre, là il suffit de faire une simple addition, et donc on élimine les électrons. Donc voilà la réaction qui se produit dans la pile. Alors, on va voir quelques cas particuliers. Les deux espèces en tant que réactifs peuvent être identiques. Et on parle de dismutation. Alors, les deux espèces que j'appelle réactifs, c'est les deux espèces qui sont de ce côté. Si les deux espèces ici, ce sont les mêmes, alors on appelle ça une dismutation. C'est une espèce qui en donne deux. Et l'autre cas qu'on va voir tout à l'heure, c'est quand les deux produits sont identiques. Et là, on appelle ça une rétrodismutation ou médiamutation. C'est la réaction qu'on avait vue ici, où les deux réactifs différents aboutissaient à un seul produit. Donc, on commence par le premier cas. Les deux espèces réactives peuvent être identiques. Alors, dans le cas du diagramme du cuivre, vous avez premier couple Cu plus Cu.
qui vaut 0,52 volts. Donc, si vous regardez les limites de prédominance ici, la forme oxydée Cu+, elle a un plus grand potentiel que la forme réduite. Donc, Cu+, il est de ce côté. Donc, l'espèce Cu+, elle prédomine sur Cu si le potentiel, il est de ce côté, c'est-à-dire plus grand que 0,52 volts. Donc, si E supérieur à 0,52. Maintenant, je prends un autre couple, le couple Cu2+, Cu+. Le potentiel standard vaut 0,15 volts. Donc là aussi, le plus grand potentiel, ce sera celui de la forme oxydée, Cu2+. Donc on va avoir Cu2+, qui est majoritaire si le potentiel est plus grand que 0,15. 0,15, c'est la limite qui est là. Donc l'espèce Cu+, celle-là, elle prédomine sur Cu2+, si on est de ce côté. Donc, si le potentiel, il est plus petit que 0,15 volts. Donc, Cu+, s'il devait exister en même temps que les espèces Cu ou Cu2+, on voit que Cu+, il faudrait que le potentiel soit plus grand que 0,52 volts et en même temps plus petit que 0,15. Et comme en fait, il n'existe aucun domaine où on est en même temps plus grand que 0,52 et plus petit que 0,15, on n'a pas de domaine qui correspond. Donc, cette espèce-là, elle n'existera pas en solution. Cu+, si on le met dans l'eau, instantanément, Cu+, de ce côté de la réaction, il va se transformer en Cu2+. Et l'autre Cu+, qui est là, il va donner Cu. Donc, c'est comme si on avait deux réactifs, mais que c'est deux fois le même. Alors, dans le cas du diagramme du cuivre, l'espèce Cu+, pourquoi j'en parle? Pourquoi je m'intéresse à faire une étude sur l'ion Cu+, si je dis qu'il n'apparaît pas? En fait, Cu+, il existe. Il existe, mais à l'état solide, dans les cristaux. Vous savez, un peu comme le sel de table. Donc, si on prend le bromure de cuivre 1, c'est Cu+, plus Br-. Donc, au moment où on le dissout dans l'eau, CuBr solide, il va donner 2 ions, un peu comme quand on dissout le sel de table dans l'eau, Na+, plus Cl-. Là, c'est Cu+, plus Br-. Et instantanément, Cu+, ne peut pas rester seul dans l'eau, puisqu'on a vu que pour le potentiel, il y avait un conflit. Et donc, Cu+, il va se transformer en Cu et Cu2+. Donc, cette fois, le Cu+, il serait apparu sur cette limite et il va donner Cu de plus d'un côté, Cu de l'autre. Donc là, si vous regardez cette espèce-là, Cu2O, l'oxygène, je vous ai dit que c'est comme si on avait O2-, il y a 2 charges moins pour l'oxygène. Donc là, c'est qu'on a bien 2 charges plus pour 2 atomes de cuivre. Donc cette espèce-là, c'est comme si on avait Cu+, 2 fois, et puis un oxygène O2-. Donc vous voyez que Cu+, son degré d'oxydation 1, il existe ici, tant que le pH il est supérieur à peu près 3,5. Si cette espèce Cu2O, je la mets à un pH trop bas, c'est-à-dire un pH 2, je vais me déplacer sur ce diagramme, sur cette ligne-là, et cette ligne, ce n'est pas un domaine. Donc cette ligne, c'était la limite d'existence de Cu+. Instantanément, Cu+ donne les 2 ions, enfin les 2 espèces plutôt, qui sont ici Cu et Cu2+. Donc on appelle ça une dismutation parce qu'une espèce en donne 2. C'est comme ça que je retiens.
Alors, je vous donne un autre exemple. Le cas du diagramme de l'iode. Alors, dans le cas du diagramme de l'iode, vous avez le premier couple IO3- I2. IO3-, c'est l'ion iodate, je crois. Donc, ici, c'est pareil, vous avez la forme oxydée IO3-. Voilà. Cette forme-là, IO3-, elle est majoritaire pour un potentiel plus grand, alors que I2, la forme réduite, elle existe pour un potentiel plus petit. Donc, l'espèce I2, elle prédomine ici sur le dessin si le potentiel il est de ce côté, c'est-à-dire inférieur à 1,19 volts. Et si je prends le deuxième couple I2I-, I2, cette fois, c'est la forme oxydée. Donc, I2, il va exister si le potentiel est plus grand que 0,54. Donc, I2, il va exister de ce côté. Donc, I2 prédomine sur I- si le potentiel il est plus grand que 0,54 volts. Alors, cette fois-ci, on a un domaine commun pour I2, puisque I2, il peut exister de ce côté, et puis là, de ce côté. Vous avez un intervalle commun. Cette fois, il peut exister avec un potentiel qui est compris entre 0,54 et 1,19. Donc là, ça marche. Donc I2, il existe en solution si on est sur le bon intervalle, et donc il apparaît sur le diagramme de l'iode. Donc si vous regardez le diagramme là, verticalement, on a l'axe de potentiel, et on va avoir ici 1,19 volts, ça correspond à cette limite-là, IO3- au-dessus, I2 en dessous, et ensuite, ici, on est à peu près à 0,54 avec I2 en dessus et I- en dessous. Donc cet intervalle-là, il est valable uniquement sur l'axe de potentiel ici, c'est-à-dire pour un pH égale 0. Donc les valeurs de potentiel standard, quand on vous les donne, toujours on vous dit que E0, ce potentiel-là, E0, c'est donné à pH égale 0, parce qu'on se place sur cet axe-là. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que si on augmente le pH, c'est-à-dire si on avance ici horizontalement, l'intervalle où existe I2, il se rétrécit et à peu près à pH 7, cet intervalle, ce domaine, il disparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si le pH augmente, on voit que la zone de stabilité, elle diminue parce que l'intervalle ici de potentiel acceptable, il est de plus en plus petit. Et si on passe au-delà de pH 7, I2, il va disparaître du diagramme. I2, à la limite, au moment où on passe au-delà de pH 7, I2, il va se transformer en ce qui est dessus et ce qui est dessous. Donc, vous avez une espèce qui va en donner deux. Et donc, on appelle ça une dismutation. Donc, pour écrire la réaction de dismutation de I2 en I- en dessous et IO3- au-dessus, il faut d'abord écrire les demi-équations dans le sens prévu. Donc, les demi-équations I2, I-, donc là, il manque juste 2 électrons et 2 I-. Et ensuite, pour équilibrer celle-là, donc la première étape, c'est de mettre un 2 ici. Donc, on équilibre d'abord l'iode. Ensuite, on équilibre l'oxygène. De ce côté, l'oxygène, vous en avez 3 deux fois, c'est-à-dire 6. Donc ici, il va falloir 6 oxygènes pour compenser, 6 H2O. Mais du coup, je viens de rajouter de l'hydrogène. Il y en a 2, 6 fois, donc il y en a 12. Il y a 12 H. Donc de l'autre côté,
je suis obligée de rajouter 12H+. Et après, je dois équilibrer l'équation au niveau des charges. Donc, de ce côté-là, vous voyez que c'est neutre. Il n'y a absolument aucune charge. Alors que de l'autre côté, il y a 12 charges plus. Et des charges moins, il y en a une 2 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 charges plus. Donc, pour que ce soit équilibré au niveau des charges, il faut équilibrer avec 10 électrons. Donc, première étape, c'était écrire les demi-équations dans le sens prévu. Et ensuite, faire une combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Alors, la combinaison linéaire, ça veut dire qu'il faut simplifier le même nombre d'électrons. Ici, il y en a 2 et ici, il y en a 10. Donc, pour avoir un nombre commun, on ne va pas faire la première fois 10, la deuxième fois 2. Ça ferait 20 électrons, mais on voit qu'aller à 10 électrons, ça suffit. Donc, il suffit de faire la première 5 fois. 5 fois 2 électrons, ça fait 10. Et la deuxième, une seule fois. Et ensuite, on ajoute les deux. Donc, la combinaison linéaire, ce sera 5 fois cette ligne, plus une fois la ligne en dessous. Donc, au niveau de l'iode, il y en a 5 plus 1, ça fait 6. Ça fait 6I2. Ensuite, H2O, lui, il ne change pas. Il en reste 6. Les électrons, les 10 électrons, je ne les écris pas puisqu'ils vont se simplifier avec les autres. Et de l'autre côté, I-, il y en avait 2, mais 5 fois. Donc, 5 fois 2, 10. IO3-, il est tel quel. Et H+, il est tel quel. Donc là, on a fait la combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que tous les coefficients stoichiométriques ici, ils sont tous pairs. C'est-à-dire, ils sont tous multiples de 2. Donc, comme en général, les réactions, on essaie de donner les coefficients entiers minimum, on va tout diviser par 2. Et vous avez la réaction écrite. Cette fois, on ne peut pas simplifier davantage. Ou alors, on aurait des fractions. Donc, cette équation, cette réaction-là, c'est ce qui se passe à pH 7 si jamais on augmente le pH et que I2, qui était initialement en solution, en milieu basique, il se transforme en les deux autres espèces. Mais ce qui est important, c'est que c'est au-delà de pH 7. La réaction, elle a lieu à pH supérieur à 7. On a vu dans le cours acido-basique que quand la réaction elle a lieu en milieu basique, pH supérieur à 7, des ions H+, il n'y en a pas en solution. H+ ou H3+, on fait pareil, c'est identique dans le chapitre sur les acides bases. Donc H+ ou H3+, il n'y en a pas en milieu basique. Donc ce qu'on doit faire, c'est ajouter des ions OH-, parce que eux, on sait qu'il y en a en milieu basique, à l'équation, de manière à neutraliser H+. Alors, j'ai 6H+ ici, mais je n'ai pas le droit d'ajouter 6OH- directement. Parce que si j'ajoutais 6OH- ici, mon équation qui était équilibrée va devenir déséquilibrée. Donc, si j'ajoute 6OH- de ce côté pour neutraliser les 6H+, il faut que je les ajoute en même temps de l'autre. Donc ici, 6H+, plus 6OH-, c'est comme si ça se transformait en 6H2O. Donc là, 6H+, et 6OH-, ça c'est comme si on l'avait enlevé. Hein, je le mets d'une autre couleur. C'est comme si on l'avait enlevé. Puisque ça se transforme en H2O. Et ensuite, on voit que H2O, ils vont se simplifier, puisque là, il y en a 6. Et de l'autre côté, il y en avait 3. Donc finalement, des H2O, là, il y en a 3
Et là, il y en a davantage de l'autre côté. Donc, on va simplifier cela. Et là, on va dire qu'il en reste 3. Donc, finalement, ma réaction de dismutation en milieu basique, puisqu'on a dit que c'était un pH supérieur à 7, on va l'écrire comme ça et on est bien en milieu basique. Si vous l'écrivez avec des H+, elle ne sera pas écrite en milieu basique. Donc ça, c'est uniquement si on vous dit que la réaction a lieu à pH supérieur à 7, milieu basique. Dans ce cas-là, dans les réactions redox, il ne faut pas avoir des H+, il faut les remplacer par OH-. Donc on en met autant de chaque côté, des OH- pour neutraliser les H+. Donc là, les deux exemples qu'on vient de voir, c'est quand les deux réactifs étaient identiques, les deux réactifs de la réaction redox. Maintenant, on va voir l'inverse. Quand c'est les deux produits qui sont identiques. Alors l'exemple, c'était celui du diagramme du fer, vu en page 5. Je vous remontre le diagramme du fer. C'était celui-là, où on avait deux espèces différentes qui donnaient une seule espèce produit. Donc vous avez les deux produits qui sont identiques. Deux réactifs différents, mais les deux produits identiques, donc en fait, c'est un seul produit. Donc le diagramme du fer, ça c'était un cas facile. Donc je vais vous le montrer sur un autre exemple. Dans le cas du manganèse. Alors le diagramme du manganèse, il est ici. Il est un peu plus compliqué que celui du fer parce qu'il y a beaucoup plus d'espèces. Les espèces les plus importantes, on va regarder Mn2+, MnO2 et MnO4-. Donc on va supposer qu'on est en milieu acide pour travailler ici avec les espèces Mn2+, et pas celle-là. Donc, premier couple que je considère, c'est MnO4- MnO2, ces deux-là. Donc, ces deux-là, on donne un potentiel standard 1,70 à pH égale 0. Donc, ici, vous voyez l'intersection, là, c'est 1,70. Et vous avez le couple, la forme oxydée MnO4-, elle prédomine si on a un plus grand potentiel. Donc, MnO4- prédomine sur MnO2 si le potentiel il est de ce côté. Donc, plus grand que 1,70. Et si on regarde l'autre couple, MnO2, Mn2+, celui-là, vous avez un potentiel 1,23, c'est ce qui coupe ici. Et pareil, la forme oxydée MnO2, c'est celle qui a un plus grand potentiel ici. Donc, Mn2+, prédomine sur MnO2 si on est de ce côté. Cette fois, si le potentiel il est plus petit que 1,23. Donc, qu'est-ce que vous constatez? C'est que Mn2+, et MnO4-, ils ne peuvent pas exister en même temps, MnO4- et Mn2+, ils ne peuvent pas exister en même temps dans une solution, MnO4- et Mn2+. On le voit parce qu'ils ont des domaines séparés. Donc, si jamais dans une solution, ces deux espèces se trouvaient l'une à côté de l'autre, elles vont réagir l'une sur l'autre et elles vont donner quoi? Elles vont donner quelque chose de manière à avoir un potentiel similaire. Donc, MnO4- va se transformer en MnO2 et Mn2+ va se transformer en MnO2. Donc, si on a dit qu'on est en pH faible, ça va donner un truc comme ça. Donc, vous voyez que les deux réactifs MnO4-, Mn2+, ils sont différents, mais le produit, il est identique. Ça va vous donner ce qui est au milieu. Donc, comment écrire la réaction de médiamutation?
Donc, il faut écrire les demi-équations dans le sens prévu, comme tout à l'heure. Donc, dans le sens prévu, c'est MnO4- qui donne MnO2. Et l'autre, c'est Mn2+ qui donne MnO2. Donc, on équilibre, on va plus vite que tout à l'heure. Donc, équilibrer, là, il y a 4 oxygènes. Donc, je dois ajouter de l'autre côté, puisque là, il n'y en a que 2, il faut 2 H2O. Donc, l'oxygène, maintenant, de ce côté, il y en a bien 4. Ensuite, il faut équilibrer l'hydrogène. Là, il y en a 2 fois 2, 4. Donc, je suis obligée de mettre 4H+. Et enfin, il faut équilibrer les charges. De ce côté, c'est neutre. Alors que de ce côté, les charges, vous en avez 4 moins 1, ça fait 3. Il y a 3 charges plus, donc 3 électrons. Et mon équation, elle est équilibrée. Et en bas, ça vous donne ceci. Donc, vous voyez qu'il y a 3 électrons dans une équation, alors qu'il y en a 2 dans l'autre. Donc, faire une combinaison linéaire, ça revient à multiplier la première par 2, la suivante par 3, et ensuite, on les ajoute. Donc là, j'ai tout écrit. MnO4- 2 fois, Mn2+, 3 fois, H+ fois 2, ça fait 8, H2O. Et de l'autre côté, H+, il y en avait aussi, là. Donc, vous voyez qu'H+, il apparaît aussi de l'autre côté. Donc, H+, on va pouvoir le simplifier. Finalement, là, il n'en restera que 4. Et H2O, c'est pareil. Il y en a 6 d'un côté et 4 de l'autre. Donc, en simplifiant, de ce côté, il va en rester 2. Donc, voilà la réaction au final. La réaction qui va avoir lieu de médiamutation. MnO4- va réagir avec Mn2+, pour former MnO2. Et comme on a dit qu'on était en milieu acide, il y a des H+, je n'ai pas besoin de mettre en milieu basique. Donc maintenant, on passe au TP. Donc le TP, c'est un dosage avec une burette. La solution de permanganate, potassium, KMNO4, elle est violette, assez foncée. Et dans le bécher, on a mis Fe2+. Alors, pourquoi on est obligé de mettre la burette avec MnO4-? C'est que quand on fait la réaction, MnO4- va donner des ions Mn2+. Et si jamais on avait en présence MnO4- avec Mn2+, on aurait eu une sorte de conflit. On ne pouvait pas avoir les deux en même temps. Et dans le bécher, la réaction aurait produit une substance indésirable. C'est-à-dire que le réactif qui permet de faire le dosage, sa concentration aurait pu varier. Donc, on est obligé de mettre dans la burette le permanganate qui est violet et on a beaucoup de mal, en général, à voir les graduations parce que les graduations, elles sont écrites en noir ou bleu et avec du foncé, on ne voit pas très bien. Mais bon, on n'avait pas le choix. Alors, donc, ce TP, on va faire intervenir les couples redox possibles dans le cas de Fe2+, c'est celui qui est dans le bécher. Fe2+, il va se transformer en Fe3+, on est en milieu acide. Et pour l'autre couple, MnO4-, lui, il pouvait intervenir 2 fois, soit sur le premier couple, soit sur le suivant. Donc, il y a le premier couple où on forme un solide. On dit que c'est un couple lent parce que pour former un solide, c'est beaucoup plus difficile que de former une espèce en solution. Ça prend plus de temps. C'est plus compliqué puisque un solide, il faut que les molécules s'agglomèrent les unes avec les autres. Alors que quand vous avez une espèce en solution, elle est solvatée par des molécules d'eau, elle n'a pas besoin de s'agglomérer avec d'autres molécules de solide. Donc former un solide à chaque fois, pour ces deux exemples-là, former un solide ou le détruire, c'est un couple lent, alors que deux espèces ioniques, c'est un couple rapide.
Donc, dans le cas du TP, on vous demandait, comme la réaction était instantanée, utiliser ce document pour trouver les couples redox qui interviennent. Donc, si la réaction elle est instantanée, ça veut dire qu'il n'y a pas de couple lent qui entre en jeu. Donc, MnO2 n'intervient pas. Donc, forcément, ce sera le couple MnO4-, Mn2+. Donc, on a deux couples rapides. Dans celui-là, de toute façon, il n'y en avait qu'un. Et l'autre, c'était le couple rapide MnO4- donne Mn2+. Donc, ensuite, écrire la réaction de titrage. Donc, on va avoir MnO4- de la burette qui va réagir avec Fe2+, acidifié, donc on est en milieu acide. Ce que vous pouvez voir sur ce schéma, c'est que MnO4-, son domaine de prédominance, d'existence, il est uniquement sur la zone ici supérieure. On est en milieu acide, donc on est plutôt par là. Et si on compare avec l'autre schéma à côté, je vais insérer une ligne pour vous montrer comment est la limite. Donc cette limite-là, vous voyez, je la déplace sur l'autre ici. Donc le permanganate MnO4-, il est majoritaire ici sur ce domaine. Et en milieu acide, c'est par là. Et vous voyez que MnO4- n'a pas de domaine commun avec Fe2+, puisque Fe2+, lui, son domaine d'existence, il est à l'intérieur de cette forme qui ressemble à un trapèze. Donc, MnO4- et Fe2+, ils n'ont pas de domaine commun, donc ils vont réagir l'un sur l'autre. Donc, pour écrire la réaction, il fallait écrire les deux couples. Donc, le couple, dans le sens où la réaction a lieu, c'est Fe2+ donne Fe3+. Et puis l'autre, MnO4- donne Mn2+. Donc, on voit qu'il y a un électron dans la première et 5 dans l'autre. Donc, il faut faire la combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Donc, la première, on va l'écrire 5 fois. La deuxième, une fois. Et ensuite, on additionne. Donc, on aura 5 fois Fe2+, qui va donner 5 Fe3+. Ici, on a multiplié en haut par 5. Et les électrons, on ne les écrit pas puisqu'il y en a 5 en bas qui vont se neutraliser avec les 5 en haut. Donc, voilà la réaction de dosage. Donc, c'est indispensable, ces réactions-là, qu'il n'y ait pas d'électrons dedans. Si vous aviez fait l'addition directement, comme ça, en oubliant de multiplier par 5, vous auriez eu ici 4 électrons. Et on ne peut pas avoir des électrons dans une réaction redox. Les électrons, ils sont échangés, mais ils ne peuvent pas rester à l'état final. Alors, question 2. On vous demandait de donner l'expression de la constante associée à cette réaction de titrage en fonction des concentrations des espèces. Donc, il y avait le document 3 qui expliquait la démarche. Donc, j'ai utilisé ce document 3 pour vous montrer la résolution directement dessus. Donc, une constante d'équilibre, pour faire simple, très schématisé, c'est l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs. Ma réaction, elle est écrite ici. Donc, tout ce qu'on va appeler les produits, c'est ce qui est à droite du signe égal, et les réactifs, c'est tout le reste. Donc, la constante K, on va avoir en haut l'activité des produits, c'est l'activité de tout ça. Et je vous rappelle que l'activité des espèces ioniques, c'est la concentration, alors que l'activité de l'eau H2O, c'est le solvant, ça fait 1. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc au numérateur, on va avoir Fe3+, comme il apparaît 5 fois, on a une puissance 5, puisque je vous rappelle que tous les termes, on les multiplie. Mn2+, puissance 1, puisqu'il y a un coefficient 1. Et H2O, l'activité de l'eau, c'est 1. Donc, ça fait 1 puissance 4.
Ça, à la limite, on n'était pas obligé de l'écrire. Et en bas, l'activité des réactifs, vous avez Fe de plus 5 fois, donc Fe de plus puissance 5, MnO4 moins une seule fois, et H plus, il est 8 fois, donc il apparaît puissance 8. Donc ça, c'est l'expression de la constante K, mais vous ne pouvez pas trouver directement la valeur à partir des concentrations. Alors c'est vrai qu'on vous a donné les valeurs des concentrations approximatives de Fe2+, et MnO4-, H+, aussi d'ailleurs, puisqu'on vous dit que MnO4-, il y a une concentration de 2,10-2, et la solution de fer, on a à peu près une idée de combien ça vaut aussi. Ça doit être écrit dans l'énoncé, sachant que on avait une concentration de fer. Donc ça, on a dû vous le donner. Mais le problème, c'est que Fe3+, et Mn2+, ça, ce sont les produits de la réaction. Leur concentration, au début, ça fait 0. Et donc, vous n'avez pas le droit de remplacer directement les concentrations de l'énoncé. Donc, pour déterminer cette valeur-là, il va falloir utiliser la technique qui était détaillée là. Donc, la première étape, c'était d'écrire la réaction redox. Donc, ça, c'était bon. Ensuite, faire appel au potentiel d'oxydoréduction. Alors, dans le cas du couple Fe3+, Fe2+, il y a un électron échangé. Donc, si vous écrivez la relation de Nernst, E égale E0 pour le premier couple, plus 0,06 sur 1, c'est un électron échangé. On n'est pas obligé d'écrire celui-là, mais bon, je l'ai détaillé quand même. Log de Fe3+, forme oxydée, qui est à côté des électrons, sur Fe2+. Ça, c'est Nernst pour le premier couple. On fait pareil pour le deuxième. Le deuxième couple, il est ici. Donc, le potentiel, cette fois, c'est le potentiel standard pour le manganèse. Plus 0,06 sur les électrons échangés, cette fois, il y en a 5. Logarithme de la forme oxydée, c'est tout ça, sans les électrons. Donc, il y a 1 MnO4- et 8 H+. Donc, vous voyez que là, dans la formule, on doit écrire H+ puissance 8, alors que quand on parlait du couple MnO4-, Mn2+, on ne dit pas qu'il y a des H+. Les H+, ils sont implicites, mais il faut les écrire dans la relation. Et ensuite, on divise par la forme réduite en bas. La forme réduite, c'est tout ça. Donc, vous avez Mn2+ en concentration. Et l'activité de l'eau, ça fait 1 puissance 4. Donc, le 1 puissance 4 qui est là, on n'est pas obligé de l'écrire au même titre que le 1 puissance 4 qui est là. Alors, lors du dosage, vous avez dans la solution le permanganate que vous avez versé et il y avait déjà Fe2+, qui se transforme en Fe3+. Donc, pendant le dosage, on peut dire qu'il y a les 4 espèces en présence, les 4 espèces qui font partie du couple. Fe2+, MnO4-, c'est ceux que vous avez fait réagir. Ils ont donné les deux produits Fe3+, et Mn2+. Donc, on peut considérer que dans la solution, il y a à la fois ce premier couple et en même temps ce deuxième couple. Et donc, la solution, comme la solution elle a un seul potentiel, une seule valeur de potentiel, eh bien, le potentiel donné par cette formule, obligatoirement, il sera égal au potentiel donné par l'autre, puisque la solution, elle a un seul potentiel E, qui sera égal à la fois à E1 et à E2. Donc, on égalise E1 égale E2. Donc là, il suffit de remplacer les formules. Donc, E1 égale E2, j'ai écrit le premier E1 qui est là,
et j'ai égalé avec le deuxième E qui est là. Donc là, j'ai juste recopié, hein. C'est tout simple. Et à partir de là, ça va être de la cuisine. On va touiller jusqu'à faire sortir cette expression de K. Alors, pour avoir cette expression ici, vous voyez qu'on a besoin d'avoir Fe3+, divisé par Fe2+. Donc là, on reconnaît cette expression-là. Fe3+ sur Fe2+. Il est dans le bon sens. Le seul problème pour l'instant, c'est qu'on n'a pas la puissance 5. Mais la puissance 5, ça va se régler par la suite. Ensuite, pour la constante K, vous avez l'autre partie qui est Mn2+, l'eau, je laisse tomber, et puis MnO4- et H+ puissance 8. Donc, on voit qu'en haut, il faut Mn2+, et en bas, il faut MnO4- et H+. Or, si on regarde ici, dans la relation de Nernst, MnO4- H+, ils sont en haut et pas en bas. Donc, vous voyez que ce terme, en fait, il est à l'envers de celui-là, c'est l'inverse. Donc, on va déplacer le terme log, celui-là, de l'autre côté du signe égal. C'est comme si on retranchait des deux côtés 0,06 sur 5 log de ça. Donc ça, on va le faire passer de l'autre côté avec ce terme-là. Et le E0, on va le faire passer à côté de l'autre E0. Donc là, c'est ce qu'on appelle la cuisine. On transforme l'équation. Donc, on fait passer ce terme log ici de l'autre côté du signe égal. Donc, il apparaît le signe moins. Et les deux zéros, je les ai mis en même temps. Donc, là aussi, il apparaît le signe moins. Alors, pour pouvoir combiner les deux logs, les mettre ensemble et faire apparaître ma constante K qui est ici, pour pouvoir les combiner, il faut absolument que les termes qui soient devant soient identiques, le même coefficient, parce que sinon on ne peut pas les combiner. Donc l'astuce, c'est qu'on va multiplier le premier terme, celui-là, par 5 sur 5. Alors ça, c'est une astuce que quand j'étais à votre place, je ne la voyais jamais, celle-là. C'est les astuces que je n'aimais pas. Donc, on multiplie par 5 sur 5 et ça ne va pas modifier l'équation. Le 5 sur 5, là, c'est comme si c'était 1. Mais l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que le 5 du haut, celui-là, on va le passer dans le log. Vous savez que 5 log x, c'est comme si c'était log de x puissance 5. Donc, quand le 5, on le met dans le log, ça va faire apparaître une puissance 5. Et pourquoi on a besoin de puissance 5? C'est ici, ça avec ça. Vous voyez que c'est en puissance 5, alors que l'autre, il n'y a pas de puissance. Donc, le 5 du haut, il va passer dans le log, et le 5 du bas, on va le laisser à côté de l'autre. Donc, quand je fais passer dans le log le 5 du haut, ça me met puissance, ici, puissance sur puissance. Le 5 du bas, il est resté. Et maintenant, vous voyez que le coefficient devant, c'est le même. Donc, ce coefficient 0,06 sur 5, on peut le factoriser. Et vous allez avoir log de A moins log de B. Là, on retombe sur des trucs que vous savez faire en maths. Donc, log de A moins log de B, c'est log de A sur B. Donc, on va avoir ce terme A qui va rester tel quel, divisé par celui-là. Donc, A divisé par B. Et donc, si on divise, vous allez avoir MnO4- et H+, qui vont bien se trouver en bas, comme on voulait dans l'expression de K.
Donc, quand on les combine, ça revient à retourner cette partie. OK? Je l'ai retournée par rapport à ce qu'elle était là. Et maintenant, quand je mets ça tout ensemble, tout ça, c'est ce qu'on a la constante K. Donc maintenant, tout ce terme, je peux le remplacer directement par K, puisque c'est l'expression qu'on avait. Donc 0,06 sur 5 log K, c'est la différence des E0, E0 qu'on a donné dans l'énoncé. Donc après, il suffit de multiplier par 5 divisé par 0,06. On aura log K. Et après, pour éliminer log, on prend la fonction réciproque, le 10 puissance. Et on va se trouver avec cette formule-là. Qu'est-ce qui se passe? On va se trouver avec cette expression-là, K égale 10 puissance. Ici, avec le 0, vous pouvez faire le calcul. Ça fait 10 puissance 61,6. Et quand vous faites le calcul sur votre calculatrice, ça vous fait bien 4 10 puissance 61. Donc, on dit que la réaction, elle est totale. Je déplace là. Voilà, donc là, on vous montrait que la réaction, elle était totale. Alors, comment on aurait pu le savoir que la réaction était totale? C'est parce que dès le début, on a dit que les domaines de prédominance entre Fe2+, ici, et MnO4- ici, ils étaient incompatibles. On ne pouvait pas les avoir en même temps. Donc, c'est obligé que la réaction soit totale. Et après, la valeur, on peut, dans un exercice, directement ressortir cette expression-là. Mais le plus souvent, on vous demande de le redémontrer. Donc, pour le redémontrer, il faut faire tout ce raisonnement, écrire le potentiel du premier couple, le potentiel du deuxième, faire l'égalité, bidouiller pour faire apparaître dans les logs l'expression de K. Et à partir de là, on fait la fonction réciproque et on arrive à 10 puissance. Alors, en oxydoréduction, les constantes, elles sont en général très grandes. C'est très courant d'avoir des 10 puissance 30, 10 puissance 60. J'ai même un exercice avec 10 puissance 200, 218, je crois. Donc, ce n'est pas des réactions qui se feraient un petit peu. Le plus souvent, les dosages redox, c'est des réactions totales. Alors, question suivante. Comme c'est un dosage, on vous demande d'écrire la relation à l'équivalence en fonction de la concentration réelle en ion fer 2, du volume prélevé, etc. Donc, vous avez la réaction de dosage qui a lieu ici. Et vous voyez qu'il faut 5 moles de fer pour 1 mol de MnO4-. Donc, la relation qu'il y a en équivalence, c'est qu'à l'équivalence, le nombre de moles de fer qu'on avait dans le bécher au début, divisé par 5, est égal au nombre de moles de MnO4- versé. Alors, pourquoi ici j'ai divisé par 5? C'est parce qu'il faut 5 moles de fer, il faut 5 fois plus de fer que de permanganate. Donc, le permanganate, il réagit avec 5 moles de fer. Donc, on peut l'écrire aussi, le nombre de moles de fer, c'est 5 fois le nombre de moles de permanganate. Donc, on a 5 moles pour 1 mol. Hein, là, c'est comme si on avait 1. Donc, le fer, il en faut 5 fois plus. Nombre de fer, c'est 5 fois nombre de permanganate. Donc, nombre de moles de fer sur 5 égale nombre de moles de permanganate. Donc, si vous remplacez le nombre de moles de fer par concentration fois volume, la concentration Fe2+ qu'on avait dans le bécher au début et le volume de fer initial, divisé par 5, ça vient du coefficient.
Et on fait pareil pour MnO4-, on remplace par concentration fois VE, c'est le volume à l'équivalence. Donc après, si vous remplacez les expressions par leur valeur, donc la concentration du permanganate, c'est 0,02, ça c'est ce qui était indiqué. Et la concentration du fer, on devait vous dire que la solution de fer, elle avait une certaine concentration qui avait peut-être un peu bougé, mais pas trop. Et donc, cette concentration du fer initiale théorique, c'était aussi 0,02 dans l'énoncé du TP. Alors, normalement, dans la formule N égale C fois V, la concentration, c'est des moles par litre. Et donc, le volume, il faut l'exprimer en litres. Donc, on raisonne ici en nombre de moles. Donc, théoriquement, le volume ici, N égale C fois V, le volume, théoriquement, il faudrait l'exprimer en litres. Donc, si on exprime le volume en litres, on aura une réponse en litres. Mais comme les burettes, elles sont graduées et les pipettes en millilitres, c'est pas pratique d'avoir une valeur en litres, il faut reconvertir. Donc, ce qui est couramment fait, c'est que le volume ici d'équivalence, on le met directement en millilitres, puisqu'on vous dit on veut un volume équivalent VE quasiment 10. Donc, je mets la valeur 10 en millilitres et ma réponse, elle est directement en millilitres. Donc, quand vous faites le calcul, on voit que si le fer il est à 0,02, pour avoir un volume d'équivalence à peu près 10, il faut prendre 50 millilitres. Donc, à disposition, il y avait des pipettes jaugées de 50 millilitres. Alors, question suivante. On demande de calculer la valeur théorique du potentiel à plusieurs points précis. Le premier point, c'est la demi-équivalence. La demi-équivalence, c'est au moment où on a versé la moitié du volume d'équivalence. Donc, le volume d'équivalence, c'est au moment où on a épuisé dans le bécher celui qu'on est en train de doser, le fer. Donc, le volume d'équivalence, c'est quasiment 10. Et la demi-équivalence, c'est qu'on a versé exactement la moitié. Donc, c'est le point ici où les courbes se croisent. Fe2+, il est à moitié descendu. Et Fe3+, il est à moitié monté par rapport à ce qu'il aurait pu. Donc, on demande de calculer le potentiel à ce point-là. Alors, comme on dose par MnO4-, MnO4-, cette espèce-là, elle n'apparaîtra que après l'équivalence. Donc, MnO4-, la solution devient violette après l'équivalence. Et après l'équivalence, elle se trouvera en présence de Mn2+. Donc, tant que je suis avant l'équivalence, et en particulier à VE sur 2, ici, il n'y a pas de MnO4- en solution. Là, il n'y en a pas, puisqu'il n'apparaîtra qu'après l'équivalence. Donc, pour calculer le potentiel à la demi-équivalence, on voit graphiquement que Fe3+ égale Fe2+, c'est là où les courbes se croisent. Et donc, on va reporter dans l'équation de Nernst pour le couple du fer. On ne peut pas utiliser le couple du permanganate, Mn, parce que MnO4-, il n'y en a pas. Donc, comment vous feriez dans l'équation si vous utilisiez la formule ici avec une concentration MnO4- égale 0? Ça ne marcherait pas. Donc, on va utiliser cette formule-là parce que justement, au moment où Fe3+ égale Fe2+, ici, il va y avoir une simplification. Donc, si on reporte dans Nernst, E égale E0 plus 0,06 log du rapport, si je suis justement à la demi-équivalence au moment où les courbes se croisent, j'ai égalité des deux expressions là, dont je vais pouvoir les simplifier. Donc, le rapport, ça fait 1,
et log de 1, ça fait 0. Donc ce terme, ici, il va disparaître. Parce qu'en fait, on aura égalité entre la concentration d'en haut et d'en bas. Donc il va vous rester que E0. Et E0, c'est 0,77 volts, donc 770 millivolts. Donc graphiquement, je n'ai pas j'ai pas mis l'allure de la courbe de potentiel, mais graphiquement, on va avoir ce potentiel. Alors maintenant, si on vous le demande à la double équivalence, la double équivalence, c'est qu'une fois qu'on a fini l'équivalence, on continue jusqu'à avoir versé 2 fois la valeur. Alors d'habitude, ce qui nous intéresse, nous, c'est de trouver l'équivalence pour savoir au moment où on a dosé le réactif limitant et que la réaction est finie. Mais en oxydoréduction, très fréquemment, on va jusqu'à la double équivalence, on continue pour vérifier qu'on a des valeurs cohérentes et que donc le dosage est bon. C'est une deuxième vérification. Donc si je suis à la double équivalence, ici, graphiquement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les courbes Mn2+, et MnO4-, elles se coupent. Donc il va y avoir égalité des concentrations. Et pour les espèces avec du fer, Fe3+, il est à 100%. Par contre, Fe2+, c'est lui qu'on dosait, Fe2+ égale 0. Donc, pour cette estimation du potentiel à la double équivalence, on ne peut pas utiliser la relation de Nernst avec les couples du fer, parce que si Fe2+ égale 0, je ne peux pas calculer la valeur log de 1 sur 0. Ça fait un résultat indéterminé. Donc, comme on a les courbes qui se croisent pour le permanganate, on va reporter dans l'équation de Nernst justement où il y a le permanganate, donc cette équation-là. Et comme on se place à ce point précis où il va y avoir autant de l'une que de l'autre, on va avoir le droit de simplifier MnO4- sur Mn2+. Si je suis à ce point particulier, MnO4- sur Mn2+, ça fait 1. Donc ce terme-là, c'est comme si je l'avais enlevé. Il va rester juste log de H+ puissance 8. Il va rester juste ça. Les termes avec MnO4-, ils se seront simplifiés. Alors, quand vous avez log H+ puissance 8, le 8, on va pouvoir faire l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le sortir. On va pouvoir le mettre devant le log. Donc, c'est comme si on avait 8 fois log H+. Et log H+, en redox, c'est un peu comme si c'était log H3O+. On fait une identification. Donc, log H+, c'est moins pH. Donc, je remplace log H+, 8 log H+, par moins 8 pH. Et dans l'énoncé, on vous disait que le pH était constant égal à 1. Donc, si vous faites l'application numérique, si pH égale 1, ça revient à ne pas l'écrire. Et application numérique, on trouvait 1,414 volts, 1414 millivolts. Donc, graphiquement, on avait des valeurs cohérentes avec la courbe qui était donnée. Alors, question suivante. On vous dit, lorsque on fait le titrage, la tension U qui est lue sur le voltmètre, elle présente un décalage par rapport au théorique avec 0,77 volts ou 1,41 volts. Alors, pourquoi y a-t-il un décalage? C'est parce que le voltmètre, il affiche une différence de potentiel, DDP, différence de potentiel entre l'électrode de platine ici
et l'électrode de référence. Donc, ce qu'affiche le voltmètre, c'est la différence entre le potentiel théorique de la solution qui est sur le platine et le potentiel de référence. Le potentiel de référence, c'est 345 millivolts. Donc, le potentiel théorique de la solution, je l'appelle E, tout simplement. Et 345, c'est la valeur ici en millivolts. Donc, la valeur lue sur le voltmètre U, elle est différente de la valeur théorique de la solution E parce qu'il y a 345 entre les deux. Donc, pour avoir la valeur du potentiel en fonction de la valeur ici du voltmètre, il suffit d'ajouter la valeur de l'électrode de référence, 345 millivolts. Donc, à toutes les valeurs expérimentales que vous deviez relever avec le voltmètre, vous deviez ajouter cette valeur constante qui vient de l'électrode de référence. Alors, une fois que vous avez fait le dosage expérimentalement, au lieu d'avoir un volume équivalent de 10 millilitres, ça c'était 10 millilitres si la solution avait eu vraiment la bonne concentration de 0,02 mol par litre, on aurait trouvé 10, mais expérimentalement, on a une valeur qui correspond à la concentration réelle. Donc, pour trouver la concentration des ions fer dans la solution initiale, on repart de la relation à l'équivalence. Au moment de l'équivalence, 9,6 millilitres. Le nombre de moles de fer qu'on avait dans le bécher divisé par 5, à cause de ce 5 qui est là, est égal au nombre de moles versés de permanganate. Donc, on remplace N égale C fois V. Et là, tout à l'heure, l'inconnu, c'était le volume de fer à trouver et on s'était basé sur une concentration d'à peu près 0,02. Cette fois, l'inconnu, ça va être la concentration du fer, ça, par rapport au volume d'équivalence précis, cette fois de 9,6 millilitres. Donc, on va modifier un petit peu l'expression. Le but, c'est d'avoir uniquement CFE. Donc, vous voyez qu'il faut multiplier par 5 et diviser par volume de fer. Donc, on arrive ici. Et on fait comme tout à l'heure, on remplace. On a le droit d'exprimer le volume en millilitres à condition que l'autre volume, je le mette aussi en millilitres. En fait, les deux 10-3, ils se sont simplifiés. C'est 9,6 10-3 litres sur 50 10-3 litres. Donc, on a simplifié le 10-3. Et finalement, on trouve une concentration qui est proche de celle qu'on voulait. Donc, ça veut dire que la concentration, elle était quand même relativement proche de ce qu'on attendait. Donc, commenter le résultat obtenu, on a des valeurs proches. Donc, la solution, on dit qu'elle s'est peu oxydée en quelques jours. Et on vous demandait de calculer l'écart relatif. Donc, l'écart relatif, même si on ne le demandait pas, c'est ce qui permet de dire que ça ne s'est pas beaucoup oxydé. Parce que sinon, c'est du pifomètre. Hein, de dire, ouais, 0,02 et 0,019, c'est à peu près pareil. Donc, ça va. Donc, pour avoir une vraie certitude, il faut calculer l'écart relatif. L'écart relatif, c'est en valeur absolue la différence entre les deux résultats, celui qui était théorique et le expérimental. Donc, c'est la différence. Donc, ça, c'est un écart. La soustraction entre les deux, c'est l'écart. Et relatif, on divise par rapport à la valeur théorique. On peut des fois diviser par la valeur obtenue. Ça ne change pas grand-chose au résultat. Donc, on divise par 0,02 ou 0,019. On trouvera à peu près pareil. Donc là, on a un écart relatif de 5%. Donc, 5%, oui, c'est
assez faible, donc on peut considérer que la solution s'est peu oxydée en quelques jours.